C'est un lieu qui a été laissé à l'abandon pendant des années, qui a connu des gloires et des défaites. On remonte en 1874. Derrière ces grilles, il y avait un café-concert. Et 10 ans plus tard, c'est devenu un music hall. Absolument, il y a de très grands noms qui sont produits ici, Mistinguett, Mayol, Chevalier. Je suis de Paris, j'aime tout ce qui sourit. Dans les années 30, c'est devenu un cinéma. Un cinéma, le cinéma d'avant-guerre. Alors à partir des années 70, ça se gâte un peu. Ça devient un multiplex pornographique. Ouais, voilà. Et puis, en 2000, l'endroit a été racheté par une église très parallèle, qui à un moment a caressé l'idée d'installer à l'intérieur son lieu de culte. Permis de construire ont été refusés. Et c'est une chance parce que la Scala va pouvoir renaître de ses cendres. Voilà, c'est ça qui est absolument formidable, c'est-à-dire que ce lieu va redevenir un théâtre et qu'on va refaire rentrer des gens dans ce lieu, qu'on va entendre des applaudissements. C'est génial, quoi. Bon, vous serez une des premières. On verra bien. Hein. Vous serez plutôt dans la salle ou plutôt sur scène, à votre avis? Je serai peut-être dans le hall en train de couper les billets. Bonjour Ariane Ascaride. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes la plus marseillaise de nos comédiennes françaises, auréolée du César de la meilleure actrice pour votre rôle dans Marius et Jeannette. On va parler dans cette émission de vos pas au théâtre, au cinéma. Évidemment, on va revenir longuement sur votre carrière. Mais avant, je vous propose qu'on franchisse les grilles de la Scala qui va redevenir ce magnifique théâtre qu'on a connu autrefois. Oui, et c'est un grand plaisir de vous emmener là. Allez! L'histoire, c'est celle d'un homme et d'une femme tombés amoureux de cette salle mythique et qui ont fait un pari fou, sortir la Scala de l'oubli et lui rendre ses lettres de noblesse. La Scala, ce sera donc bientôt de nouveau un théâtre de 550 places, ouverture prévue en 2018. Mélanie et Frédéric Biessy, qu'est-ce qui vous a pris à tous les deux de vous lancer dans ce projet absolument dingue? Il suffit de passer la porte. On rentre, on tombe là-dessus, on est au milieu de Paris et on se dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Et quand avec Mélanie on a découvert ce lieu, c'est le lieu qui nous a donné l'envie. 1800 mètres carrés de surface à rénover entièrement, ça on peut le dire. C'est pas rien. À rebâtir. Voilà, à rebâtir, à repenser, à reconstruire. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite du propriétaire? Je peux tout faire. Allez. Là, on est sous le balcon. C'est pas mal, Ariane, la largeur de la scène, ça s'annonce bien. Je sais qu'ils ne vont pas casser n'importe comment et qu'il va rester, le passé qui sera là. Absolument. Et on veut maintenir cet esprit qui est là et cette maison qui ronronne, mais en même temps, on veut complètement la rajeunir et venir avec notre touche personnelle, avec les artistes qu'on aime. Et ça nous excite encore plus. Je vois qu'il y a encore énormément de stigmates du passé. Vous pouvez nous montrer un petit peu ces bouts d'histoire qui restent accrochés au mur? Toutes les traces d'escaliers qui sont sur les murs, ce sont les escaliers du théâtre du 19e, qui était donc une réplique de la Scala de Milan, rouge et or, sur 4 niveaux, il y avait 1400 places. La Scala, ça a toujours été une histoire de gens pas raisonnables. Et la dame qui avait construit ça, elle n'était pas raisonnable non plus. Donc elle avait décidé de faire le plus beau café-concert de Paris. Et comme elle voyageait beaucoup, c'était une femme assez cultivée et qu'elle avait découvert quelques années avant la Scala de Milan, elle l'a répliquée. Donc vous êtes... Pas raisonnable. Pas raisonnable du tout. Ariane, on est ici au Théâtre de la Tempête, où vous allez jouer dans une pièce qui s'appelle Le Silence de Molière. Dans cette pièce, vous avez une conversation imaginaire avec la fille de Molière. Qu'est-ce qu'elle vous apprend?
que je suis la fille de Molière. C'est mon personnage, c'est Esprit-Madeleine Poquelin, qui est le seul enfant vivant qu'a eu Molière, enfin, qui est resté à Molière. Et c'est quelqu'un qui a vécu dans l'ombre, complètement. Elle a vraiment existé. Hein. Il y a un jeune homme, un jour, qui vient comme ça, et elle va... C'est ce jour-là qu'elle va se mettre à parler. C'est quelqu'un qui parle très peu, qui voit très peu de gens. Et ce jour-là, elle va parler du théâtre qu'elle déteste, qui est la cause de son malheur, mais en même temps, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle est pétrie de théâtre, elle vient de là. Imaginez une suite aux malades imaginaires, une comédie à laquelle manque étrangement le protagoniste. Je me rendis compte au fur et à mesure que les années passaient et que je grandissais en devenant une adolescente pas belle, pas laide non plus. Quand j'ai préparé cette émission, je me suis posé une question. Est-ce que 18, c'est votre nombre fétiche? 18, pourquoi 18? Parce que j'ai compté. Vous avez joué dans 18 pièces de théâtre et vous avez tourné dans 18 films de votre mari, le réalisateur Robert Guédiguian. Vous êtes son épouse, vous êtes sa complice, vous avez tourné dans presque tous ses longs métrages. Vous avez toujours dit oui ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lui dire non? Non, il ne m'est jamais arrivé de dire non. Absolument jamais. D'abord parce que, si vous voulez, la manière même dont on a commencé à faire du cinéma, c'est une manière quasi collective. Robert, c'est celui qui... Comment dire? C'est celui qui dit ce que nous pensons tous. Voilà, c'est ça, la chose. Donc, c'est lui qui écrit, mais il écrit en fonction de tout ce que nous vivons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette bande-là qui fait des films, parce que je ne suis vraiment pas toute seule dans ces histoires-là, on est en contact tout le temps. C'est pas on se voit pour un film. On travaille ensemble, ou même on mange ensemble, on boit ensemble, on passe des journées ensemble. Nos enfants se connaissent entre eux. Il y en a qui sont les parrains, les marraines des enfants des autres. Enfin, c'est ça plutôt qu'il faut savoir. C'est une famille élargie. Oui, c'est une bande. Vous êtes la plus marseillaise de nos actrices françaises. Le film qui vous consacre auprès du grand public, c'est Marius et Jeannette en 1997. Un an plus tard, vous raflez le César de la meilleure actrice. Est-ce que ça reste encore aujourd'hui le rôle qui vous colle à la peau? Mais il me collera à la peau jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez, il y a des moments où elle m'énerve et il y a des moments où je sais bien que je lui dois énormément. Parce que par ce César-là, ce film-là a fait le tour du monde et qu'après, je suis allée chercher des prix sur d'autres films ailleurs, à l'étranger, et que j'ai été nominée plusieurs fois encore au César ou des choses comme ça. Donc, je lui dois énormément, puisque en 1h30, je suis passée de l'ombre à la lumière grâce à elle. Ma maison va tomber en ruine si je ne mets pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis 6 mois, cette usine. Tout le monde les a oubliés, ces malheureux pots de peinture. Si je les prends pas, ils vont pourrir sur place. Tu pourrais me les donner? Mais elle est barjo. Tu es barjo ou quoi? Tu crois qu'ils sont à moi? C'est pour la peinture? On me paye pour les garder. Donne-moi tes papiers. Mes papiers? Oui, tes papiers. Et en plus, tu vas me dénoncer au flic. Garde tes pots et lâche-moi. Elle est pas à toi, cette usine. Tu viens de me le dire. J'ai pas de sous pour la peinture. Je vais pas aller en tôle pour ça. Je suis pas la fille de Jean Valjean, moi. Alors je te laisse tes pots et je me barre. Alors évidemment, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, il y a des gens qui me croiseront en me disant « Ah, Jeannette, faut faire avec, quoi. » C'est tout. Votre époux, il vous a souvent confié des rôles de femme forte, de mère courage. Est-ce que c'est parce que ça vous ressemble dans la vie? Oui. Oui. Je suis quelqu'un... De toute façon, vous voyez, encore une fois, d'où je venais, il n'y avait pas trop de solutions. Je viens d'un milieu populaire, très populaire. Je suis pas grande. Je ne corresponds absolument pas aux beautés, au canon de la beauté traditionnelle française. Non, 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 non. Je sais exactement de quoi je parle. Si vous voulez travailler dans ce métier, il faut absolument venir à Paris. Donc, il faut apprendre à parler autrement, avec un autre accent. Il faut apprendre à bouger autrement. Il faut tout réapprendre. Il faut avoir une certaine énergie, je dirais, pour faire ça. Sa plus belle déclaration d'amour, au cinéma en tout cas, c'est Au fil d'Ariane. C'est un film qui est résolument différent des autres. On s'éloigne du cinéma engagé, on est davantage dans la fable. Est-ce que ça correspond aussi à un moment où vous aviez envie de plus de légèreté, de plus de naïveté? C'est pas que j'avais envie, c'est que les gens... Là, c'est vraiment un truc de Robert. Parce que c'est Robert qui a voulu me faire un cadeau. Parce qu'il y a tout un côté de moi que le public ne connaît pas, qui est que je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans la fantaisie. Mais c'est quoi ça? On peut plus vivre! Dans
J'ai vu le coup venir, là, quand j'ai entendu le scooter. Oh, mais hurlez pas comme ça! Tiens, je vais vous mettre du Schubert. Ça va vous calmer. L'amour, vous savez ce que c'est, l'amour? C'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est toi qui as inventé ça? Yes. Trop fort. Vous avez aussi joué avec d'autres Bien réalisateurs, sûr, sous la houlette d'autres réalisateurs. Je pense notamment au film Les Héritiers ou encore Le ciel attendra. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué plus que les autres? Bah, effectivement, Les Héritiers, ça a été une rencontre avec Marie Castille, mention chère, très forte. Et avec Marie Castille et avec toute cette bande de jeunes gens avec qui on a fait ce film-là. Voilà, ce film-là, quand j'ai vu la projection, quand il a été fini, la seule phrase que j'ai dit, bah voilà, moi je fais mon métier pour faire des films comme ça. Mais après, il y a un mec comme Emmanuel Mouret, avec qui j'ai fait plusieurs films, qui est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais la plupart du temps, vous savez, moi je travaille avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Je suis aristocrate en ça. C'est le seul endroit. Dans son Paris des Arts, Ariane a voulu nous présenter le pionnier de l'art urbain en France, Ernest Pignon-Ernest. Depuis 1966, il métamorphose les murs des grandes villes avec ses dessins grandeur nature, d'hommes et de femmes qui semblent surgir sans crier gare. Des ombres qui se fondent dans les rues du monde entier et se font l'écho d'événements qui s'y sont déroulés. Vous, Ernest, vous êtes résolument du côté des plus faibles, les oubliés d'hier, les meurtris d'aujourd'hui. Je pense à de nombreuses séries, celles sur les malades du sida à Soweto ou encore les SDF en France. Qu'est-ce que vous faites en les rendant visibles sur nos murs? Ceux qui ont disparu dans la prison de Lyon, ce que j'ai fait, je leur ai donné un visage, je leur ai donné une espèce d'humanité. Mais en même temps, en parlant d'eux, je parle de l'état du monde, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous choisissez un mur. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'emplacement, la lumière, l'architecture, ou est-ce que c'est la charge symbolique, l'histoire qu'il raconte, ce mur? Quand je sais que je vais coller une image à un endroit, j'y vais à toutes les heures de la journée, je vais voir comment on va rencontrer le mur. La façon dont on le rencontre fait partie de l'image même, quoi, vous voyez? Mais en même temps, et c'est surtout sur ça que je travaille, je connais tout ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire, je sais si dessous il y a une rue grecque ou romaine, je sais la mémoire enfouie. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans sa façon à lui de raconter ses histoires? Moi, ce qui me touche, c'est qu'en fait, le travail d'Ernest est avant tout un travail poétique. Quand vous croisez comme ça un collage de Ernest, d'un coup, ça vous renvoie à votre humanité. Et ce que je voudrais dire, parce que ça me semble très, très important, c'est que Ernest, pour les jeunes gens, c'est le pape du street art. C'est-à-dire que c'est une référence inimaginable. Le grand-père. Non, pas le grand-père. Alors, à côté de tous ces anonymes que vous représentez dans vos dessins, il y a aussi des gens très connus. Évidemment, je pense à votre Rimbaud vagabond qui était reproduit à des milliers d'exemplaires. Et puis, vous avez beaucoup travaillé aussi sur ce cinéaste, Pasolini, qui a été assassiné. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce croquis de Pasolini qui porte son propre cadavre? Et c'est un peu comme si il nous disait qu'est-ce que vous avez fait de ma mort? Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort? Pour moi, Pasolini est une référence permanente, je veux dire, justement pour ça. C'est-à-dire, il s'affirme, il est athée, il est marxiste, et en même temps, il fait Oedipe, il fait Médée, il fait l'Évangile selon saint Matthieu. Et ce qu'on a en commun, probablement, c'est que s'affirmer comme matérialisme et savoir qu'on a 2000 ans d'histoire, quoi, et qu'on est nourri de tout ça. Par essence, évidemment, votre travail, il est amené à disparaître, il est éphémère, puisqu'il est lié au caprice. Mais c'est pas grave, là, le fait que ça disparaisse. Ça fait fait partie. Non, pas du tout. Quand tu dis ça, ça a à voir avec le théâtre. C'est-à-dire que son travail peut être appelé comme éphémère, mais en même temps, il est complètement éternel, parce que tout le monde se rappelle de son Rimbaud, même si on ne le voit plus sur les murs. Mais il y a dans mon travail un rapport au temps qui est plus proche de celui du théâtre que celui de la peinture, c'est vrai. Je me sens très proche de ça. Retour à présent à la cartoucherie de Vincennes pour notre questionnaire du Paris des Arts. Là,
La Tour Eiffel, c'est un endroit que j'adore, mais à un point inimaginable. Et parce que quand j'étais petite, j'écoutais une chanson de Charles Trenet qui disait « Il y a de la joie et la Tour Eiffel saute à pieds joints au-dessus de la Seine ». Et ça me semblait un truc incroyable. Les ponts de Paris, particulièrement en automne et au printemps. Parce que sur les ponts de Paris, il y a une... En fait, quand vous les regardez en enfilade comme ça, il y a un travail sur la lumière qui est absolument extraordinaire. Le Loir dans la Théière, parce que c'est un endroit où il y a des fauteuils tout disparates, où il n'y a pas un... Et c'est un endroit où il y a des très bons gâteaux. Le Châtelet. Et le foyer de Chaillot. Il n'y a pas assez de soleil. C'est aussi que Paris redevienne la capitale de la bienséance et du bien vivre ensemble. Sublime. Merci Ariane Ascaride. Ainsi s'achève le Paris des Arts d'Ariane. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Merci beaucoup. Pour moi, il n'y a jamais de plafond, je suis trop petite. Alors vous, athée comme vous l'êtes, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur ce thème-là? Non, parce que j'aime dessiner des femmes. Non, non. Oh, pardon.